Bonjour à toutes et à tous. Les frontières bénino-nigérianes réouvertes, décision du président Buhari, qui a suscité beaucoup de joie au niveau de ces commerçants et ces opérateurs économiques. Nous allons en parler dans un instant. Le concours de recrutement et bien sûr des auditeurs de justice annulé, mais qui ça a repris. Décision du chef de l'État, Patrice Talon, qui analyse. Nous allons bien sûr le faire dans un instant aussi, dans la commune d'Abomey-Calavi, cette grosse affaire de malversation foncière. On ne viendra pas ici sur les faits, mais c'est un signal que la rupture nettoie peut-être son écurie. On ne sait pas encore trop, mais de fortes têtes de l'Union progressiste ou du Bloc républicain concernés par cette affaire sont en prison actuellement en attendant le procès pour le 15 janvier. Quel exemple, quel signal donne la rupture, bien sûr, à travers donc, cette affaire de malversation foncière dans cette commune d'octroi du Bénin. Mes deux confrères sur ce plateau feront donc les analyses, peut-être d'autres sujets également pourront donc faire donc menu d'actualité sur ce forum de l'actualité. Laurent Antoniques, bonjour. Bonjour et bonjour à Isaka Kochoni et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors Isaka, bonjour. Oui, bonjour Koné Aïssé, chers amis téléspectateurs, bonjour. On va commencer avec l'autre actualité après plus de 16 mois. 16 mois de fermeture, les frontières à nouveau réouvertes. L'information a fait le tour de l'actualité. On était jeudi, entre mercredi et jeudi. Laurent Roland-Anthony Ikes a même suscité donc vos analyses sur le plateau de Matin ici à Kakoshoni. Enfin, les commerçants, les opérateurs économiques, les activités pourront reprendre de fort belle manière entre le Nigeria et le Bénin. D'accord. Je crois que c'est un offre de soulagement pour la population béninoise comme celle nigériane. Et quand j'ai eu l'information, j'ai dit enfin, parce que plus d'un an de fermeture de frontières, un pays avec lequel nous nous sommes habitués, je pense que ce n'est pas facile. Le Bénin a pu surmonter ces difficultés. Les transactions financières, des transactions d'une manière, plusieurs transactions quand même vont reprendre et ceci c'est à saluer. Mais ce qui m'étonne un peu ou ce qui me réjouit d'une manière ou d'une autre, et personne n'a imaginé que le Nigeria pouvait fermer ses frontières pendant 2 semaines et que le Bénin ne va pas tomber comme beaucoup le pensaient. Aujourd'hui, je peux dire, même sans ouverture de ces frontières, le Bénin peut survivre. Parce que les Béninois sont déjà habitués à la situation. Ce qu'il faut noter également, ce n'est pas le Bénin seul qui souffrait, le Niger aussi souffrait. Parce que beaucoup pensaient que lorsqu'on a fermé les frontières, c'est le Bénin seul. Non, non, les Nigériens aussi souffraient. Parce qu'il y a des choses que les Nigériens venaient chercher ici, dont en ce moment où les frontières étaient fermées, ils ne pouvaient pas venir. S'il faut venir, il faut passer par des voies sinueuses et des voies indirectes qui pouvaient encore coûter encore plus que ce que les gens devaient dépenser. Je crois que c'est un nouveau désoulagement et ceci, il faut le mettre à l'actif de la CEDEAO, de la communauté internationale et qui, d'une manière ou d'une autre, ont lutté pour que le Bénin... Et ce qu'il faut garder également, ce n'est pas le Bénin seul. N'oubliez pas que le Nigeria aussi est fermé au niveau du Cameroun. Et selon les informations reçues, d'ici le mois de janvier, les autres aussi vont en parce que moi-même, je pensais en son temps que c'était au niveau du Bénin seulement. Or, le Nigeria a décidé de fermer comme ça ses frontières pour pouvoir voir clair dans les transactions. Je pense qu'à travers leur analyse, ils se sont rendus compte que soit ils bénéficient, soit ils perdent. Et c'est en fonction de ça que les frontières sont désormais ouvertes pour permettre quand même à la population, que ce soit Cameroun et ainsi de suite, de pouvoir bénéficier du pays, le plus grand pays où il y a plus de ressources. Et c'est bien déjà aussi également, parce que nous sommes en période de fête, ça permettra quand même à la population béninoise de bien fêter, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a souvent des problèmes au niveau du riz. Le riz que nous
produisons ici, que le Nigeria, d'une manière ou d'une autre, venait chercher aussi. Je pense que ce serait l'occasion quand même pour la Donc il n'y avait pas de raison de politiser un peu cette affaire-là? Bon, quand l'information était sortie, moi j'ai lu des messages sur les réseaux sociaux, même les confrères en ont parlé, le Bénin et le Nigeria a capitulé, le Nigeria s'est rendu compte qu'il en bénéficie. Je pense qu'il ne faut pas polémiquer. Le Nigeria n'a pas fermé ses frontières pour plaisir ou pour punir la population béninoise, pour punir Patrice Talon comme beaucoup le pensaient. Je pense qu'il ne faut pas polémiquer autour de ça. La frontière est ouverte et c'est pour le bien-être de la population. Pour terminer avec ce sujet, bien sûr, je suis content aussi que l'opposition puisse se prononcer dans cette affaire. Et l'opposition a remercié, que ce soit le gouvernement béninois comme le gouvernement nigérian. C'est que nous voulons ça. Lorsque l'information est bonne, lorsque quelque chose est bon, il faut qu'on puisse apprécier ça nous tous. Il ne faudrait pas qu'on peint toujours en noir ce qui se fait qu'on est haïtien. Merci, Isiaka. Laurent Toniques. Je vais peut-être revenir sur ce que j'avais déjà dit ici hier, pour dire déjà que c'est une bonne nouvelle que ces frontières soient ouvertes pour le bonheur des opérateurs économiques de part et d'autre. Qu'ils vous souviennent que quand ces frontières avaient été fermées, il y avait une sorte de récupération politique. On avait très tôt fait, certains acteurs politiques, de coller cette fermeture des frontières à un opérateur économique qui, en réalité, a emmené beaucoup de produits du côté du Nigeria. Mais après, les autorités nigérianes qui sont montées au créneau pour dire qu'en fait, que c'est pour protéger leur économie, que c'est pour un certain nombre de choses, pour limiter la contrebande, évidemment. Et comme Isaka Kochoni l'a dit, les frontières fermées ne concernaient pas que le Bénin, il y avait le Niger qui était en jeu aussi, il y avait aussi le Cameroun. Alors aujourd'hui, si Boari, et on a décortiqué un peu l'actualité, et du côté du Nigeria, même les journalistes nigériens sont revenus sur la question par leur manière, à plusieurs, certains ont traité l'information selon leur conception. Donc on comprend que ce n'est pas que les Béninois qui souffraient, c'est un ensemble de citoyens des deux côtés qui souffraient, c'est un ensemble d'opérateurs économiques qui souffraient. C'est vrai qu'il y a eu des manques à gagner pour beaucoup d'opérateurs économiques, mais aujourd'hui, une fois que ces frontières sont ouvertes, d'abord il faut préciser que ces 4 frontières qui sont ouvertes pour le moment, le reste sera progressivement d'ici le 31 décembre. Je voudrais revenir sur peut-être la réaction des opposants ici qui hier à voir leur prise de parole dans une certaine mesure qui font entre griffes pour moi de la récupération politique parce qu'en réalité ils étaient nombreux à penser que le Bénin pouvait sombrer. Et même si on n'aime pas Patrice Talon, on doit aimer le Bénin. Et quand le président nigérian prend une décision qui pourrait impacter l'économie du Bénin, on doit pouvoir être solidaire à un moment donné pour ensemble faire face à celui qui veut nous créer des ennuis économiques. Donc quand à un moment donné, on reste à l'écart, qu'on se réjouit de ce que les frontières sont fermées, au point où des opposants ont commencé par mettre ce point à l'ordre du jour comme dans leur projet de société pour estimer que c'est en 2021, quand ils seront élus, qu'ils feront de la réouverture des frontières un point essentiel de leur projet de société. J'estime que suffisamment qu'on aurait pu travailler ensemble à éviter ce problème pour permettre à ce que l'État, parce que l'État étant une continuité, si vous combattez celui qui est là pour qu'il n'ait pas assez de ressources, dès qu'il vous laissera le pays avec une caisse vide, avec quoi allez-vous gérer le pays? Donc c'est autant d'éléments sur lesquels on doit revenir et demander aux acteurs politiques de comprendre que l'intérêt national doit supplanter tout intérêt personnel. Même si on veut gérer un pays et qu'on estime que celui qui est là gère mal le pays, ce n'est pas pour autant une raison de le combattre quand en fait on a en face une situation qui engage la vie des citoyens. Parce que quand vous regardez les tonnes de tomates du Bénin qui partaient du côté Nigeria, des tonnes d'ananas, le Bénin ayant la meilleure qualité d'ananas au Bénin, autant d'ananas qui allaient du côté Nigeria, autant de produits vivriers, du maïs, du gari qui allaient du côté Nigeria, c'est beaucoup d'argent à gagner pour nos opérateurs économiques, pour nos agriculteurs, pour les femmes qui ont des coopératives qui font du gari, c'est pour les transporteurs, c'est pour les agents de douane et indirectement de la fiscalité qui prend de la valeur. C'est également pour les agents de sécurité et c'est aussi pour le bien des citoyens. Donc autant d'éléments qui sont en jeu et sur lesquels on doit pouvoir à des moments donnés se mettre au-dessus de la mêlée. Alors, mais l'intérêt supérieur, vous en parlez. Il a sorti un aspect très capital. Je voudrais revenir sur ça. Quand la frontière était fermée, et l'opposition, d'une manière ou d'une autre, était un peu, je ne peux pas dire, l'opposition était content, pensant que c'était... Se réjouissait. Se réjouissait, pensant que c'était à cause du chef de l'État qui est là. Je suis quand même
très content également qu'on ouvre et cette même opposition se réjouisse aussi. Mais ce comportement-là, il faut que les Béninois l'évitent. Lorsque quelqu'un est là et un problème arrive, il faut qu'on puisse se lever ensemble pour dire comment nous allons trouver la solution. Parce qu'on le veut ou pas. Et le chef de l'État actuel, le parti Talon, même s'il va faire 20 ans au pouvoir, une chose est certaine, il va laisser cela un jour. Et c'est une autre personne qui prendra le même pouvoir. Il ne faudrait pas qu'une situation arrive et on puisse se réjouir du malheur des Béninois. Et vous vous rappelez, au temps de MCA aussi, vous étiez informé que le MCA qui atteint son terme. Voilà, vous vous rappelez et comment ça s'est passé. Il y avait des citoyens qui avaient saisi les Américains pour empêcher que le deuxième compact arrive. Voilà. Or, vous voyez comment ça, celui qui est là en bénéficie actuellement. Si cela marchait, c'est nous tous qui perdons. Mais est-ce qu'en réalité, on ne sait pas un peu démasquer, de camoufler un peu les choses? Quand le ministre des Finances parlait de plus de 48 milliards, de pertes, par exemple, pour ces quelques mois-là de la fermeture de cette frontière, est-ce que le coût... Nous sommes sur un terrain politique et aucun gouvernant au monde ne vous dira concrètement ce qu'il perd dans une lutte comme ça. Aucun gouvernant au monde ne vous dira la vérité parce qu'ils estiment que s'ils disent clairement les choses, c'est vrai qu'ils viendront me dire, que, comme ce que je dis, que je n'ai pas raison, que j'ai tort de dire ça. Mais au fond, pour moi, fermer les frontières en août 2019, et qu'en février 2020, 6 mois après, le ministre des Finances me dit que l'incidence financière est de l'ordre de 48 milliards, alors qu'en réalité, le PIB, les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria contribuent à 20% du PIB. J'estime que quelque part, il y a un souci. Mais qu'à cela ne tienne, il faut comprendre clairement qu'il y a une incidence financière, même si on ne peut pas avoir les chiffres exacts, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, beaucoup d'acteurs, d'opérateurs économiques n'ont pas fait les activités, beaucoup de travailleurs au niveau de ces frontières ont perdu leur emploi, il se fait que des entreprises ont dû fermer à un moment donné parce que des travailleurs ont été licenciés. Donc, autant d'éléments. Donc, 48 milliards, pour moi, c'est vrai que c'est peu. Mais on ne va pas s'attarder sur ça parce que pour nous, au-delà de tout, les frontières sont ouvertes aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Travaillons, prions que les activités reprennent de plus belle et que les autres frontières, d'ici le 31 décembre, soient complètement ouvertes et que toutes les activités reprennent du côté de toutes les frontières et que les citoyens en sortent heureux. C'est vrai que sans toucher à la souveraineté de chaque État, mais laisser les frontières fermées pendant 16 mois, alors qu'on parle de la libre circulation des personnes. La disposition de la CEDEAO. Oui, lorsqu'on parle, je vous aurais déjà compris, même lorsqu'on parle de la libre circulation, il y a des règles aussi. Chaque pays a ses règles. Si le Nigeria ne respectait pas les règles du Bénin, ou bien le Bénin ne respectait pas les règles du Nigeria, c'est qu'il ne respecte pas les conventions sur lesquelles ils se sont entendus. Il faut fermer. Et c'est ça qui s'est passé. Mais moi, mon inquiétude, est-ce qu'aujourd'hui, les raisons pour lesquelles les frontières étaient fermées, est-ce que ces raisons-là sont aujourd'hui justifiées? Est-ce que le pays a eu une évolution? C'est ça, on devait nous éclairer. Mais jusque-là, je ne suis pas sûr que ce soit le gouvernement béninois ou le gouvernement nigérien, personne n'a pu. Je n'ai pas encore eu les leçons de croix pour dire voilà pourquoi nous avons fermé et de telle date à telle date, voilà ce que nous avons comme résultat. Vous faites bien de poser ce problème parce qu'en réalité, parmi les raisons qui ont motivé cette fermeture de frontières, c'est qu'il fallait lutter contre la contrebande. Et c'est vrai qu'aux premières heures de cette fermeture de frontières, on a constaté que l'essence supérieure a pris du coup. Et à la fin, ça a chuté maintenant. Après un mois, après ça a chuté. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'essence de contrebande circule toujours. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à mettre fin. Et c'est pour ça que certains journalistes du côté, surtout The Punch, du Nigeria, qui écrivait hier déjà que c'est une incohérence du gouvernement nigérien qui a franchement mis à mal les investissements dans le pays. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les raisons évoquées, on parle de lutte contre la contrebande, l'essence vient toujours au Bénin, on en trouve un peu partout au bord de la voie, parce qu'il faut que les vendeurs ici puissent trouver à en acheter au Nigeria pour en vendre. Donc, il y en a. En dehors de ça, ils ont parlé des armes légères, de lutte contre les armes légères. Peut-être à ce niveau, ils ont réussi à le faire. Mais au-delà de tout, c'est pour protéger la production locale de riz. C'est ça fait partie des raisons évoquées par le président nigérien. Au fil du temps, ils se sont rendus compte que la production locale du riz n'arrivait pas à satisfaire la demande au plan national. Et déjà, même les journaux nigériens l'avaient écrit également hier et disaient que, au fond, cette
le fait qu'on ouvre les frontières va faire baisser le prix des denrées alimentaires et va augmenter les revenus. Et ça va obliger les producteurs locaux de riz à mécaniser l'agriculture pour pouvoir produire assez de quantité, parce que s'ils n'ont pas de concurrents, ils vont estimer que ils peuvent aller comme ça et faire de la surenchère. Donc autant d'éléments. Aujourd'hui, on est en droit de se poser vraiment ces questions et se dire, est-ce que Boiry a eu toutes les réponses à ces préoccupations? Est-ce qu'aujourd'hui, il a pu régler ces problèmes? Et on n'a pas... Sinon, ce n'est pas bon qu'on ferme la frontière comme ça, sans justification, sans le bilan, et on ouvre ça. Ça veut dire qu'on peut se lever du jour au lendemain pour fermer à tout moment. Les autorités nigérianes, certainement, et pourquoi pas béninoises, mais ça a coûté quoi concrètement à l'État béninois? Je crois que... Beaucoup de milliards. Le débat reste. Et puis aussi, l'autre chose, c'est qu'au moins aujourd'hui, on a dépassé l'idée qui fait croire que le Bénin ne peut pas subsister sans le Nigeria. Oui, moi je l'ai dit, peut-être que dans la période on a vu beaucoup d'emprunts obligataires, puis c'est peut-être ça, ça fait partie des moyens de l'État béninois pour combler au-delà de tout. Mais il faut aussi avouer que les Béninois au niveau de ces régions, de ces frontières, ont appris à être résilients. C'est déjà bien, parce que au-delà de tout, on disait avant que quand le Nigeria essaie de tousser, que le Bénin, je ne sais quoi, tombait. Donc, il y avait une expression que les gens utilisaient, mais aujourd'hui, le Nigeria a fermé, le Bénin a été capable d'être résilient, surtout au niveau de ses frontières, quoique les activités commerciales de ces populations, de ceux-là qui étaient dans la zone, ça a chuté, mais au moins, ils ont appris à être résilients. Et maintenant, si demain, puisque Boiry, comme je l'ai dit, il a déjà fermé la frontière d'avril 84 à décembre 85, ça a contribué à ce que les gens décident de les renverser en 85. En 2019, il est revenu avec la même stratégie, ça fait la deuxième fois. Et on espère bien qu'un autre président nigérien ne fera pas ça encore dans l'avenir. En tout cas, c'est quand même l'occasion de remercier le gouvernement. Parce que si c'était un gouvernement qui titube devant tout, on pouvait commencer par se lamenter à 2 mois et montrer que sans le Nigeria, nous ne pouvons pas vivre. Le gouvernement a fait un peu, a résisté un peu, et voilà ce que ça a donné. Le Nigeria ne peut pas oser d'un jour à l'autre fermer les frontières de cette façon-là. Parce que le gouvernement nigérien sait désormais que lorsque je ferme, j'en perds aussi. Et tout le monde a cette mentalité-là que nous dépendons Aliko Dangote en a perdu suffisamment. Voilà. Alors, on entendra alors très prochainement, et bien sûr, les clarifications officielles de la part des deux parties pour mieux comprendre la situation. Si entre-temps, le débat a effectivement évolué, que les pays concernés ont pris les dispositions pour donc éviter les cycles de fraude, ce que dénonçait le Nigeria. On revient maintenant au Bénin, plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, qui vit un scandale actuellement, en tout cas depuis plusieurs semaines, ou plusieurs jours. Ancien maire, élu local, et puis cadres aussi techniques ou quoi, sont donc détenus en prison pour donc une affaire de malversation foncière. Alors, chers confrères, on ne va pas rentrer forcément dans les détails de cette affaire qui est encore devant la justice, mais nous constatons quand même que on a dénoncé la rupture dans ce pays. On parle de la lutte contre l'impunité, la corruption, couteau à double tranchant ou lutte sélective et autres. Mais pourtant, on a vu d'anciens maires, des CA, rien que des forces vives de plusieurs partis politiques soutenant le chef de l'État en prison. Oui, je crois que le chef de l'État, ce n'est pas lui certainement qui a donné les instructions, c'est la justice qui fait son travail. C'est ça. Je ne veux pas rentrer dans le débat où les gens pensent que c'est le chef de l'État qui veut peut-être... On ne veut pas là son accord. Il y a des dossiers qui ne sont pas ouverts. Oui, non, mais justement, pour moi, c'est la justice qui fait son travail. Maintenant, on peut aller dans le fond et aller chercher si le chef de l'État, cette lutte aujourd'hui l'arrange ou pas. Mais de mon point de vue, c'est la justice qui fait son travail. Et donc, tous ceux qui ont participé à la gestion des affaires administratives, affaires politiques, affaires sociales d'une localité et qui sont impliqués dans telle ou telle affaire doivent répondre. Et quelqu'un a assimilé, a comparé les 39 États aux 44 États du Vatican. Donc, j'estime que c'est le Vatican béninois qui a été bradé. Le domaine qui pouvait abriter le Vatican béninois qui a été bradé. Bon, juste pour faire rire. Donc, pour dire que c'est assez grave que des gens auxquels on a confié une mission. Et c'est ça qui est le plus important dans notre pays. Ceux qui sont à un mandat électif ou un mandat nominatif pensent qu'ils viennent pour se servir plutôt que de servir le peuple. C'est une erreur très grave.
on ne vient pas, quand on est chef, se servir. On vient servir. Parce que dans l'un ou l'autre des cas, quand vous êtes chef, que vous vous servez, tôt ou tard, ceux que vous deviez servir, que vous n'avez pas bien servi, vous demanderont des comptes. Et c'est ça le problème. Mais quand vous servez, les mêmes personnes peuvent venir vers vous, vous demander de les servir encore, ou bien même vous honorer. 39 États, cette affaire traîne depuis 2003, depuis la première mandature de la décentralisation. Un premier maire passé n'a pas voulu statuer sur la question, un deuxième maire passé. Mais pourquoi est-ce que c'est vous, à votre époque, que vous mettez en place un comité? Vous décidez de trancher l'affaire dans laquelle la mairie ne devait même pas en réalité s'immiscer. Et c'est vous qui décidez de dédommager. Quelqu'un qui dit, j'ai un problème avec des gens dans tel domaine parce qu'on a vendu le domaine de ma famille, et qui gagne peut-être le procès, et qui maintenant, la mairie prend le devant avec un comité pour dédommager, et chacun s'est servi abondamment. Chacun s'est servi abondamment et aujourd'hui, l'heure du bilan est arrivée. Ils n'ont qu'à répondre là-bas. Si des gens sont coupables, ils seront condamnés. Si des gens sont innocents, ils seront libérés. Mais pour une fois, je crois que ça va servir de leçon aux élus locaux, où qu'ils soient sur le territoire national, pour qu'ils comprennent que quand ils sont à ce poste, c'est pour servir le peuple et non se servir. Il y a des gens dont vous connaissez l'histoire, il y a peut-être 5 ans en arrière, qui sont juste devenus CQ, chef quartier ou CV, chef village, mais qui sont propriétaires des domaines sur domaines. C'est comme s'ils ont été assistants de Dieu quand il a créé la terre. Donc ils deviennent propriétaires de plusieurs domaines. C'est comme s'ils étaient à un moment donné, quand Dieu créait la terre, ils étaient assistants de Dieu. Et que Dieu leur a dit, bon, comme tu es mon assistant, je te donne ça, je te donne ça. En moins de 2 ans. C'est pas possible. Et il y a des gens qui ont une avidité par rapport aux terres. Il y a des gens même qui ont été occupés des postes de responsabilité plus élevés par le passé. Quand on entend problème de manière quelque part, il y a toujours le nom. C'est pas possible. Donc il faut que les citoyens, que ce soit députés aujourd'hui, que ce soit ministre aujourd'hui, que ce soit élus communaux, locaux, que ce soit préfet ou maire ou président de la République, je leur supplie ce matin. Il faut qu'ils aient pitié des peuples qui se battent qui gagnent leur pain à la sueur de leur front, qui vont acheter les lopins de terre. Les gens souffrent pour acheter les lopins de terre, mais ceux qui sont élus, bien, qui sont des postes nominatifs, c'est eux qui viennent trop puissants, les déposséder, et malheureusement, parfois, quand ils vont en justice, ceux-là mettent encore les moyens pour gagner les procès. Et il y a des familles, des gens qui ont fait des crises, qui sont hémiplégiques aujourd'hui à cause des soucis. Donc, ceux qui servent aujourd'hui, Patrice Talon a montré le chemin, c'est vrai, sous sa gouvernance, on voit, ces 39 États on aurait pu ouvrir ce dossier depuis. Et malheureusement, un des anciens maires dans le dossier était encore en exercice, et donc il y avait toujours des mécanismes pour étouffer, mais tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ça finit toujours par éclater. Ça a éclaté, ils n'ont qu'à répondre. Mais que les autres qui sont là sachent que leur tout peut arriver, et ils n'ont qu'à faire attention. Mais est-ce que pour ce domaine, ça revient aux collectivités décentralisées de s'en occuper comme ça a été fait dans ce cas-ci où la mairie se lève, dit bon, je te dommage et puis on partage? Oui, est-ce que ça doit revenir? Normalement, encore que le chef de l'État, lors de son passage à Abou-Makala, disait quelque chose de très important, qu'ils n'ont pas pu trouver un petit domaine simplement dans le gros domaine pour construire un marché. Je pense pendant ce temps, dans cette vaste commune, il y a 39 hectares. Le confrère Laurent vient de le dire, je crois. Mais avant de commencer, il disait tout à l'heure qu'il faut remercier la justice béninoise. Il faut remercier le chef de l'État. Parce qu'il est difficile, il est rare de trouver un chef d'État qui, à la veille d'une élection, et prend des leaders comme Oussou Guédé, comme Patrice Mouyeva, et les envoie. Si le chef de l'État voulait, effectivement, c'est la justice. Georges Bada. Georges Bada. Excuse-moi beaucoup. Georges Bada, oui. C'est difficile. C'est bien un effort. Oui, parce que Georges Bada, c'est un poids lourd politiquement parlant. Non, mais justement, à ce niveau, je peux ne pas être d'accord avec vous parce qu'aux dernières élections communales, on a constaté que dans l'arrondissement central de Calavi, Georges Bada en exercice, étant de Calavi central, n'a pas pu avoir la majorité des sièges. Mais on ne donne pas personnellement, au moins le soutien. Non, mais il a été abondamment décrié dans Calavi centre au cours des élections. La preuve, il a fait une déclaration 2 semaines plus tard quand le dossier est sorti où il disait qu'on soutient
soutient la candidature du chef de l'État et pour la deuxième mandature. Il a fait une déclaration avec le parti, les conseils, les anciens. Ils ont donné un titre à leur club là pour dire. Je peux vous dire, ainsi de suite. Sauf erreur de ma part, que l'arrestation de Joy Bada profite beaucoup plus à Patrice Talon plutôt que de lui créer des ennuis. Bon, si tant est que vous pensez qu'il livre un acteur politique de taille. Pour moi, aujourd'hui, Bada n'est plus en fait un acteur politique de poids. C'est-à-dire que l'arrestation de Bada aurait pu être beaucoup plus positive pour le président. Je crois que son expérience au plan politique, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ça dit ça, personne. Deux fois député, ensuite maire, qu'on ne veuille ou pas, il reste quand même. Oui, il reste un leader influent. Voilà, je ne parle même pas de sa popularité. Mais au-delà de tout, c'est un leader. C'est un leader de l'UP. Et vous n'êtes pas sans savoir, le siège de l'UP, il en est pour quelque chose. Et surtout le rôle qu'il a joué. Tout à fait sûr. D'où c'est encouragé. Le chef de l'État à régler ce problème de telle sorte que je m'étonne toujours si on peut avoir quelqu'un encore qui pourrait agir ainsi. Si nous connaissons tous ceux qui sont là, en tout cas je connais des têtes parmi eux qui sont des leaders dans leur zone. Si ce n'est pas la zone des Caraïbes, comme le confrère vient de le dire, il faut saluer le chef de l'État. Non seulement lui, il faut saluer aussi la justice béninoise. Maintenant, revenons aux faits. Je pense que l'autre l'a dit tout à l'heure. Un jour, nous ne voulons pas. Voilà. Nous parlons de façon superficielle. Nous ne traitons pas dans le domaine juridique, non. Encore que le dossier est pendant devant la justice. Je pense que tous ceux qui sont arrêtés, ils doivent répondre de leurs actes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il est là, hein. Peut-être il fait partie d'eux. Je ne relate rien. J'étais debout comme ça quand il était venu avec les militaires, avec des chars, pour casser un endroit. Pour dire ça là, ce lieu-là, c'est pour lui. Vous voyez comment la famille pleurait les jours là. Tout ça là seul, ce comportement là seul, suffit pour que la justice divine tombe sur eux. Ceux-là ont fait souffrir trop de populations. Et l'unique personne qui pouvait gérer la situation de cette façon, c'est Patrice Talon et la justice béninoise. C'était d'autres. Bon, nous sommes à la veille des élections, qu'on le veuille ou pas, je ne ferai rien. Je ne peux pas les arrêter d'abord, je vais interdire à ceux qui ouvrent les dossiers d'abord, et après les élections, nous allons en parler. Parce qu'il y a des dossiers qui étaient là, qui existaient avant, et ce dossier-là, pourquoi on a laissé tous ces dossiers-là qui existaient, et on a pris ceci. Encore que ce soit à la veille d'une élection, je pense que c'est un effort, et cela doit rendre gorge. Si la justice dit vous êtes impliqué dans cette affaire, ils doivent rendre gorge. L'autre aspect qui m'intéresse aussi, je pense qu'il faut saluer le courage de Patrice Talon pour qu'il aille au-delà. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui étaient là. Et je me demande pourquoi se précipiter sur ceci. Bien sûr, quelqu'un disait la fois dernière que c'est des dossiers machines à guerre et qu'on sort, c'est des dossiers qui existaient. Si les gens avaient géré et n'avaient pas pu trancher les dossiers, ce n'est pas à lui maintenant de venir trancher. Non. Tout le monde n'a pas le courage que lui là. Oui, voilà. Il doit dire, ouvrez-moi ces dossiers-là. C'est important pour moi, la justice. Et la justice, bon, qui prennent aussi, il y a des gens qui sont autour de lui aussi. C'est l'occasion de pouvoir lutter contre mais pourquoi bizarrement... Parlant du dossier, justement, on a vu le chef de l'État dit du côté du palais des congrès la dernière fois pour reboucler la première étape de sa tournée qui disait que le siège de l'Assemblée nationale sera construit. Le nouveau siège sera construit d'ici là et qu'au retour du nouveau siège qu'on se prosternerait devant le sarcophage qui est à l'entrée de Porte-Nouveau. Et je dis, comme vous faites bien de parler des dossiers qui existaient déjà, il n'y a que ce dossier est un dossier brûlant de l'actualité. C'est au départ 18 milliards, après on est allé à 40 milliards. Et puis il y a des têtes, des acteurs politiques qui sont impliqués dans ce dossier. Et donc, je crois que si le chef de l'État fait bien faire et avoir l'estime de la population, c'est de aussi se pencher sur ce dossier également. Parce que entre ce dossier de supposé, moi j'appelle ça le musée national de la corruption. Et il y a le dossier de Maria Glita, où des acteurs sont encore là. Ils sont encore autour de lui. Non, je ne sais pas s'ils sont autour de lui, mais ils sont encore là tout puissants. De toute façon, j'estime que ce sont des dossiers sur lesquels le gouvernement peut se pencher maintenant. Parce que c'est aussi de l'argent à gagner, à récupérer pour faire quelque chose pour les populations. On manque, le gouvernement a mis
plus de 100 milliards pour l'eau potable en milieu rural. Voilà. Mais il y a des salles de classe à construire. Vous n'êtes pas sans savoir, on était allé dans un collège, une école où les enfants n'avaient pas de table-banc. Autant de choses à faire. Donc, si ces acteurs-là pouvaient répondre de leurs actes, on pourrait récupérer ne serait-ce que quelques sous. Ça pouvait contribuer aussi à faire quelque chose. Mais pourquoi la mafia foncière est devenue une activité aussi prolifique dans Calavi? Non, la mafia foncière dans Calavi a une historique. Et l'historique, quand vous comprenez l'historique de la mafia foncière dans Calavi, vous ne devez pas être surpris de ce qui se passe. À une époque, les habitants de Calavi, la grande partie, il y avait les parents de ceux que nous avons, de la génération que nous avons là, étaient plus ou moins des analphabètes. Et quand tu veux acheter un domaine, on peut te dire que c'est 400 000, c'est 200 000. Et tu peux payer à petits coups. Imaginez que le monsieur vous vend la parcelle à 400 000 ou à 200 000 francs il y a 20 ans en arrière. D'accord? Contre toute ignorance. Mais vous allez voir, la démographie de Calavi a évolué d'un coup. Du coup, il y avait eu de fortes demandes. Et là où ils avaient vendu à 200 000 peut-être, il y a 5 ans en arrière, quelqu'un était prêt à l'acheter à 2 millions. Quand c'est comme ça, lui étant en difficulté, et puisqu'il a pris l'argent à petits coups, il vous a fait une décharge, il s'arrange pour trouver quelqu'un d'autre qui va revendre le même domaine. Et lui maintenant, c'est-à-dire on lui renie son droit de propriété, et c'est quelqu'un qui dit c'est pour ma tante. C'est arrivé avec ma mère par exemple, où on dit c'est pas celui qui vous a vendu qui devait vous vendre ça, c'est pour notre tante. Et d'autres personnes passent derrière pour vous dire vous devez racheter ça à 2 millions. C'est une partie de l'histoire de la crise de la mafia foncière. Il y a que des gens vendent et meurent. Et parmi les enfants qui ont été signataires témoins, c'est peut-être 2 qui ont été témoins. Et les 2 qui sont témoins vont révolter les 2 petits frères pour dire mais c'est l'héritage de notre papa. On ne sait pas quand notre papa a vendu, on n'a pas été témoin. Et vous allez en justice. Et avec, je ne sais pas quelle alchimie, parfois, ils gagnent les procès. Donc, autant d'éléments qui ont fait que les affaires domaniales, la mafia foncière a pris de l'ampleur à Calavi. Des gens qui ont acheté des domaines il y a 8 ans, aujourd'hui, sont encore en procès. Domaines achetés à 800 000 il y a 5 ans en arrière, aujourd'hui ils sont en procès et on leur dit de revenir acheter à 3 millions. Parce qu'ils estiment qu'à l'époque, ils avaient vendu ça moins cher. Et quelqu'un qui a été témoin de la vente d'une parcelle vient maintenant pour se présenter comme avaliseur pour dire ah, il ne savait pas que l'autre n'avait pas informé tous ses frères et sœurs. Donc, autant d'éléments. Je pense que le gouvernement béninois est en train de lutter contre tout ça là désormais. Pour essayer de parcelles, ce n'est pas affaire de, comment on appelle, entre 2 personnes ou bien la famille. On va vous demander des pièces. C'est l'occasion de saluer aussi la NDF qui fait beaucoup dans le domaine. Beaucoup. Donc, avant, vous pouvez aller dire, j'ai acheté 25 sur 25 agro Yekon, par exemple, et vous avez la convention de vente, d'accord? Et vous avez on vous montre juste un endroit. Aujourd'hui, quand vous achetez, il y a la possibilité, puis tout est informatisé, de vérifier si réellement ce domaine est libre ou bien appartient à celui qui vous vend ça. Donc, autant d'éléments, j'estime qu'aujourd'hui, il y a assez de sécurisation autour de cette affaire pour permettre à ce que les uns et les autres ne tombent plus dans la mafia foncière. Dans cette affaire, le procès, c'est pour le 15 janvier. C'est pour le 15 janvier. Il y a d'autres chefs d'arrondissement qui sont impliqués, et qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs. Des anciens chefs d'arrondissement également qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs, anciens ministres qui devaient être écoutés, préfets qui devaient être écoutés. Donc, on attend de voir l'aboutissement de cette affaire au 15 janvier. On sera situé, les vrais acteurs, parce qu'un comité avait été mis en place. Il y avait un comité qui était mis en place et les vrais acteurs qui ont bénéficié de cette affaire sont les membres du comité. Donc, on attend de voir qui pourra se sacrifier pour libérer les autres. Et surtout, il ne faudrait pas que quelqu'un tombe malade aussi, il faut rappeler ça. Non. En fait, cette polémique... C'est pas faire de polémique, mon frère. J'ai dit, je n'ai pas dit que quelqu'un était déjà tombé malade. Il ne faudrait pas que quelqu'un tombe malade. Voilà, c'est tout. Le débat est clos. Non, on comprend. Vous savez, l'homme, chaque citoyen a des droits humains. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe malade, s'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on le fasse. Mais il ne faut pas que les gens simulent des maladies. On peut le dire comme ça. D'accord. Non, mais il fait allusion à... Non, je comprends. Les autres affaires antérieures ou des gens sont allés au Maroc,
sont chez eux, tout peinards. Des gens sont allés au Maroc, sont revenus tout peinards, ils sont chez eux tout peinards, et se permettent même de contrôler des chefs d'État sur les réseaux sociaux. Des anciens chefs d'État sur les réseaux sociaux. Voilà. Bien, ça, c'est, on ferme cette parenthèse. Et puis, en tout cas, ça vient quand même quelque peu, un peu calmer les opposants qui pensent que le régime en place n'aime pas taper dans son rang. Normalement, il faut, même si ils ont des choses à dire aujourd'hui, c'est un peu exagérant. Parce que les choses sont claires, limpides, comme l'eau de la Rochelle. Oui. Bon, l'inquiétude des opposants, l'inquiétude, ça, j'ai dit tout à l'heure. Quoi qu'en soit ce que le gouvernement fera, malheureusement, nous avons sous nos cieux, ce n'est pas qu'au Bénin, les opposants peignent tout en noir. C'est-à-dire que j'ai suivi une chronique d'un chroniqueur qui serait à la sorte des opposants, revenu sur cette affaire pour dire que c'est pour tromper le peuple. Donc, vous imaginez, vous savez de qui je parle, qui fait cette chronique les vendredis, et qui a dit que cette lutte, c'était pour tromper le peuple, que c'est rien d'autre, qu'il y a d'autres affaires. Il aurait raison, vu ce qui s'était déjà passé avec un autre, et il est parti, il est revenu sur vous savez quoi Ceux qui ont subi les désagréments, ceux qui ont été victimes dans cette affaire 39 États, il y a des citoyens qui soutiennent et opposants ou mouvanciers. Donc déjà, si on arrive à mettre la main sur les acteurs de cette mafia, c'est que au moins l'opposition pouvait les remercier le gouvernement pour avoir libéré certains, pour avoir rendu service à certains de leurs militants. C'est de ça qu'on parle. Je ne dis pas que d'aller féliciter Patrice Talon, mais c'est de reconnaître que parmi tous ceux qui ont été victimes de cette mafia à Kavi-là, il y a des gens qui soutiennent l'opposition. Et pour ça, rien que pour ça, on peut déjà remercier déjà pour le début, plutôt que de continuer à tout peindre en noir. D'accord. Alors, merci aussi à Kako Choni et Laurent Anthony Ikes. Le dernier dossier aujourd'hui aussi, on parle également de malversation foncière, ou mafia foncière là-bas. Mais ici, on va parler de fraude. Encore une fois, les concours organisés, fraude. Laurent Anthony Ikes, pourtant, la rupture prônait depuis quand même son avènement. Et bien sûr, une certaine traçabilité, une certaine confiance dans l'organisation de ce type de concours. Qu'est-ce qui s'est toujours encore passé? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et ce n'est pas que chez l'autre qu'on peut voir toujours le malheur. On peut avoir aussi le malheur chez soi. On a vu avec quelle fougue, avec quelle ferveur les gens ont critiqué, ont chargé proprement les gouvernements successifs de Boni Yayi en ce qui concerne les fraudes. C'est vrai, ils ont raison, parce que sous Boni Yayi, il y avait eu énormément de fraudes par rapport au concours. Moi, j'ai été témoin d'un certain nombre de choses pour ces concours à l'époque, et je dis franchement, oui. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'en 2020, pour un concours sous Patrice Talon, qu'il y ait une fraude aussi flagrante. C'est bien triste. Et je suis heureux que le chef de l'État comprenne l'enjeu et décide d'annuler ce concours. Annuler n'est pas encore la solution. S'il ne le faisait pas, je crois que les gens l'auraient interpellé là-dessus. C'est vrai qu'un de ces ministres, il y a quelques jours, quelques heures avant que le président ne décide d'annuler, disait haut et fort que le concours ne serait pas annulé. Mais je crois que le chef de l'État a compris la mesure, l'enjeu de la situation, a pris la décision d'annuler. Comment comprendre que quelqu'un qui veut être magistrat, pour trancher des affaires, rétablir la vérité, être juste, puisse se permettre de vouloir tricher pour aller à ce poste? C'est assez grave. Et c'est pour ça qu'ils doivent servir de leçon. C'est que si la sanction qui est prévue, c'est de 1 à 5 ans là, il faut le prévoir le maxi, les 5 ans. Pour que ça serve de leçon à d'autres personnes, pour qu'on comprenne. Quand vous ne pouvez pas aller faire un travail comme ça, quand vous faites des trucs comme ça, vous donnez raison à certaines personnes qui pensent que la justice peut être corrompue. Alors que pour moi, la justice n'a jamais été corrompue. Les juges font leur travail. Et donc, quand les juges doivent même, l'union des magistrats même doit se lever unanimement pour décider que ces deux-là servent de leçon parce qu'ils venaient pour salir leur corporation. Des gens qui ont le courage de vouloir tricher pour devenir magistrat veulent salir la corporation de l'UNAMAB. Et l'UNAMAB doit se lever maintenant
Et le juge qui doit trancher sur ce dossier-là doit pouvoir donner, si c'est 5 ans le maxi et le 1 an le minimum, doit sanctionner et donner le maxi pour que au moins plus jamais ça. Bon, peut-être ce cas-là est visible, ce cas-là est tangible que nous avons Il y a eu parvenons d'autres- Non, aujourd'hui à si on sanctionne parler. Dieu, Oui, que si on nous sanctionne Dieu parvenons à en aujourd'hui, parler. d'autres personnes ne voudront pas le mais faire. ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est le système, en fait. On dirait que malgré tout ce qui est fait en matière de réforme, en matière de, également, oui, surtout de réforme et d'amélioration, on constate quand même que le système n'a pas changé. Est-ce que c'est la mentalité qui n'a pas changé ou la rupture n'a pas pu trouver Non, il y a- la stratégie nécessaire pour Non, qu'on il- sorte de l'ancien système? Il y a des gens qui sont nés avec le virus de kleptomanie. Ça dit, vous pouvez tout faire, ils doivent voler, ils doivent tricher. C'est ça, Laurent a dit tout à l'heure. Vous êtes appelés à juger les gens qui vont frauder dans le temps, dans l'espace. Vous êtes appelés à juger des gens qui font des malversations. Et voilà, vous, pour aller dans la maison même, vous avez fraudé pour aller. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On dirait que la corruption, là, telle que vous venez de le demander, c'est inné, quoi. Malgré tout ce qui les garde-fous que ce gouvernement-là... Parce qu'on retrouve un ce gouvernement-là a candidat pris ou pour- une candidate Oui. avec corrigetif, ça veut dire que c'est là. bien Et organisé. certains arrivent à pouvoir voler encore, je pense que... Et même c'est un peu manipuler compliqué. son portable. Oui, on pleine envoie les conversation, messages et on on envoie lit. les réponses et c'est pas possible. C'est inadmissible. Maintenant, il faut aussi dire que, en fait, moi, j'estime, quand vous parlez du système, moi, je ne condamne pas trop le système. Vous savez pourquoi je ne condamne pas le système? Je peux ne pas condamner Patrice Talon, d'autres qu'on viendront condamner. Et c'est pourquoi je dis, l'erreur humaine, aucune œuvre parfaite n'est, aucune œuvre humaine n'est parfaite à 100%. Et c'est ça la preuve que nous voyons. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que c'est les citoyens béninois qui travaillent dans cette direction, dans ces ministères-là. D'accord? C'est les citoyens qui ont proposé l'épreuve. Cela suppose que c'est à ce niveau que quelque chose n'a pas changé. Et ça interpelle chaque citoyen que nous sommes, acteurs à divers niveaux. Si je suis citoyen et travaille au ministère, quelle est ma responsabilité dans cette affaire de fraude? Quand je suis juge, quelle est ma responsabilité dans cette affaire de fraude? Si je suis professeur d'université, quelle est ma responsabilité dans cette affaire de fraude? C'est vrai que les enquêtes sont en cours, des gens sont écoutés, il y a déjà des complices qui sont identifiés, mais j'estime que ce n'est pas une affaire du gouvernement, mais c'est une affaire de citoyens que nous sommes. Chacun de nous, à notre niveau, on doit pouvoir comprendre que, attention, nous devons être assez sérieux dans une certaine mesure pour pouvoir espérer faire vraiment décoller ce pays. Autrement, on serait au même niveau. Alors, ici, à cautionner. Oui, je pense qu'on doit revoir les choses. Ceux qui organisent les concours, je ne les accuse pas. C'est quelqu'un qui a proposé l'épreuve et c'est déposé quelque part. Avant que ça ne sorte pour les candidats. Si aujourd'hui, on arrive à détecter que l'épreuve, il y a une fuite d'épreuve, ça a quitté quelque part. Comment nous en arrivons là? Si lors d'un concours, il peut y avoir des fuites de cette façon-là, et au niveau des examens nationaux, il y a problème. C'est l'occasion aussi de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Quelqu'un qui a triché comme ceux dont nous sommes en train de parler, donc il devient directeur un jour. Et lui aussi, ça dit qu'il est dans une position où il peut avoir les épreuves facilement et donner, il va donner comme ça. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est les gens que nous prenons aussi, ceux que nous nommons. Est-ce que ceux qui sont à la tête de ces choses-là ont la même vision que les chefs de l'État? Je vais finir avec la corruption dans les pays, dans mon pays. Est-ce qu'eux aussi, ils ont cette mentalité-là? Je ne suis pas sûr. Sinon, comment comprendre? Et la magistrature, on a dit un concours de magistrats et on s'adonne à la tricherie. C'est qu'on ne peut même pas avoir lors des examens. Quelqu'un à la maison est produit, on vous envoie. Ou vous avez les courriers type de façon par. Je pense que s'il faut ramasser à ce niveau-là aussi, beaucoup de personnes seront ramassées. Et il ne faudrait pas qu'il y ait de sentimentalisme. Quelle que soit la personne qui est impliquée, il faut qu'on le sanctionne correctement pour que cela serve aux autres. Parce que au niveau des examens, au moins je connais quelqu'un qui dit, lorsque nous proposons des épreuves, voilà les différentes étapes. Lorsque vous proposez d'ailleurs, on ne vous dit même pas que c'est votre épreuve qui sera choisie. On demande à plusieurs personnes. Et c'est dans les propositions-là qu'on choisit quelqu'un. Ceux qui ont pu avoir les courriers types, est-ce qu'ils ont l'information que c'est votre épreuve qui a été choisie? Il y a des problèmes là aussi. Je pense que c'est l'occasion de dire à nos directeurs à divers niveaux d'aller dans la même ligne que le chef de l'État. Mon inquiétude aussi, s'il faut reprendre encore les concours,
et les candidats vont encore déposer les sous ou comment ça va se passer. C'est une perte. Je crois qu'il n'y aura pas de sous à déposer, juste qu'on reconduit les mêmes qui ont déposé les dossiers qui iront composer. On reprend toutes les épreuves, on reprend tout à zéro, mais c'est les mêmes qui avaient déjà payé, ce n'est pas un souci. Je crois qu'à ce niveau, le gouvernement ne fera pas ça. Alors, mais pourquoi la lutte contre la corruption, l'impunité, ça tarde comme à prendre? Et ça, ce n'est pas seulement le Bénin. En Afrique, généralement, on constate quand même que malgré les efforts, que ce soit sur l'État, la société civile, on a l'impression qu'à la base, ça ne prend pas. Non, mais écoutez, la lutte contre la corruption n'est pas un combat d'un jour, d'un mois ou d'un an. C'est un combat perpétuel. Mais c'est ça le change pas? Non, ça change bien évidemment. Aujourd'hui, le Béninois lambda, si vous n'avez pas peur, moi j'ai peur peut-être d'avoir des problèmes de sous avec quelqu'un dans la rue parce qu'à la crête, c'est au moins 5 ans ou bien parfois 20 ans. Ça dépend de votre position également. Donc, si vous n'avez pas peur, moi j'estime que depuis un moment, j'ai peur d'avoir, même ici dans mon boulot, ici à Eden TV, j'ai peur d'avoir des manifestations parce que si ton employé arrivait à se plaindre à la criette contre toi, c'est foutu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, les CESAF des mairies du département de Lomé et du Plateau se sont retrouvés du côté de la criette pour justifier de leurs actes par rapport à certains fonds collectés. Donc, je vous en prie, aujourd'hui, les gens ont peur. Il y a la peur du gendarme. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être des gros bonnets quelque part, tapis dans l'eau quelque part, qui continuent de prendre leurs sous. C'est-à-dire, eux, ils volent discrètement. Mais tôt ou tard, quand ça va péter, ils savent à quoi s'en tenir. Il n'y a que quand vous détournez à partir de 100 millions, c'est que vous risquez la prison à perpétuité. Aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions. Donc, la lutte contre la corruption, on peut aujourd'hui penser que ça ne bouge pas au Bénin. Il y a des lignes qui bougent, des citoyens. Allez demander à des ministres ou à des directeurs aujourd'hui s'ils peuvent... les mêmes qui ont servi Suboniaï, qui se sont servis abondamment là, qui sont avec Patrice Talon, allez leur poser la question s'ils peuvent se servir abondamment comme ils l'ont fait il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Ils vous diront non. Il y a des efforts, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. En tout cas, si vous avez, par rapport à votre question, pourquoi ça peine à apprendre en Afrique en général? Oui, il faut problème social. Les gens vont mal me comprendre peut-être. Il faut aussi une bonne éducation. Il y a des familles où déjà à bas âge, on apprend l'enfant à gérer les biens publics. Maintenant, lorsque les gens arrivent à atteindre des postes donnés, ils se disent « je vais me faire d'abord » avant les autres, comme l'autre l'avait dit, même si sur le parcours, on n'a pas constaté ça. Lorsqu'on les nomme à des postes donnés, ce qui les préoccupe, c'est l'intérêt particulier. Il faut qu'on montre à la population africaine que lorsqu'on vous nomme, ce n'est pas vous seul qui êtes les citoyens de ce pays, mais lorsqu'on vous nomme, il faut que vous puissiez penser que c'est l'intérêt général qui doit préoccuper, que de penser à soi-même. La chose dont nous sommes en train de parler, les sous, tout ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est basé sur l'argent. D'où c'est l'occasion de les sensibiliser. Il faut beaucoup sensibiliser ces directeurs, ces autorités à divers niveaux, il faut qu'on puisse punir les gens. Moi, je pense qu'il y a des citoyens aujourd'hui qui ont encore envie de voler, de détenir l'argent public là. Je leur souhaite toute bonne chance, ils n'ont qu'à le faire. Je sais, non, justement, c'est-à-dire s'ils souhaitent le faire, parce qu'avec ce qui se passe, où des gens ont pris 5 ans, 20 ans, 10 ans à la criette, si eux, ils ont encore envie de le faire, alors que moi, j'ai peur de détourner 5 francs de Eden TV, ils n'ont qu'à continuer à le faire, je leur souhaite bonne chance. En son temps, ça va péter, ils vont répondre. Si vous n'avez pas suffisamment pitié pour vous-même, pour vos enfants. Pitié pour votre famille, vos enfants. Parce que quand on vous arrête, imaginez ces gros bonnets qu'on connaissait à Clavi hier et qui aujourd'hui doivent répondre de leurs actes devant le tribunal. Imaginez leur famille, leur état d'esprit, les souffrances de ces enfants. Il y en a qui vont perdre le moral à vie. Parce qu'ils ont été éduqués dans un luxe insolent à la limite parfois et ils n'ont jamais pensé au pire dans leur vie. Et quand ça arrive une fois comme ça, ils perdent la confiance en soi, ils perdent la foi en l'avenir. Et donc c'est pour toute une vie. Si des gens ne s'aiment pas suffisamment et pensent qu'il faut continuer à faire des bêtises comme ça, bonne chance à eux et bonne chance quand ils auront à répondre de leurs actes. Merci Laurent Tony Ikes. Le chef de l'État entre-temps a fini la première phase de sa tournée nationale et va entamer la seconde phase à partir du 14 janvier par Soava. C'est bien cela, hein? Oui, ici à Kakoshoni, on reviendra là-dessus. On reviendra justement là-dessus la semaine prochaine. On va essayer de décrypter un peu, revenir sur les grandes étapes de la première phase
de sa tournée et pourquoi pas parler d'autres actualités. Merci à toutes et à tous. C'était le forum de la rédaction sur Eden Télévision. Laurent Anthony Ikes, journaliste au groupe de presse international ITV, représenté par Eden TV et Diaspora FM. Et puis à ma droite, Isiaka Kochoni, directeur de publication du quotidien La Cime de l'Info. On est revenu sur la grosse mafia foncière à Boumé-Calavi, l'annulation du concours de recrutement des auditeurs de justice et également la réouverture des frontières bénino-nigérianes. Merci de rester avec nous pour le forum de la rédaction. Au revoir.